déjà d'apprendre beaucoup de choses sur l'échographie dans l'endométriose. Voyons un petit peu maintenant quel est le rôle de l'imagerie par résonance magnétique dans le diagnostic et le bilan d'extension de cette maladie. L'IRM, imagerie par résonance magnétique, s'est installée depuis de nombreuses années dans l'imagerie médicale. C'est une technologie complexe qui nécessite des équipements lourds. L'IRM utilise un appareil émettant des ondes électromagnétiques avec un très gros aimant. Soumis à ces ondes, les atomes d'hydrogène composant les tissus de l'organisme s'orientent dans la même direction, puis se mettent à vibrer en résonance sous l'effet d'ondes radio pour permettre d'obtenir des images statiques du corps humain. J'espère que j'ai bien résumé. Voilà. Donc la question c'est comment peut-on résumer pour une patiente ce qu'est peut-être plus simplement l'IRM pelvienne et quelles sont les éventuelles contraintes. Christelle. Les questions qui reviennent souvent pour les patientes qui passent une IRM une première fois, c'est l'intérêt de l'IRM par rapport à l'échographie, également la différence entre les examens avec un scanner par exemple, les interrogations par rapport aux radiations. Et est-ce qu'il y a nécessité d'un produit, de l'injection d'un produit de contraste, et de voir est-ce qu'il y a des effets secondaires à une IRM, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la fertilité, des contraintes, est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles il n'est pas possible de passer une IRM, et qu'est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on cherche avec une IRM, pourquoi une IRM? Alors déjà, sur la faisabilité de l'IRM, il y a quelques contre-indications majeures qui sont le pacemaker. Globalement, c'est ça, des implants cochléaires qui ont été mis en place récemment. Et puis, les grosses claustrophobies. Alors ça, c'était un problème avant. Il y a des patients vraiment claustro qui disaient « Non, mais moi, je ne vais pas pouvoir passer cet examen parce qu'il faut bien s'imaginer, peut-être qu'on mettra une petite image à l'antenne, mais c'est une espèce de tunnel qui fait à peu près ça de long, et c'est des anneaux de 70 cm de diamètre de large comme ça. Avant, les machines étaient beaucoup plus fermées avec des grands tunnels et des petits anneaux, donc en fait on avait vraiment l'impression de rentrer un peu dans un cercueil, hein. C'était compliqué. Maintenant, les machines ont beaucoup évolué, elles sont beaucoup plus larges, les tunnels sont plus courts, et la plupart des patientes rentrent les pieds en avant et elles ont la tête dehors, elles voient ce qui est très angoissant, c'est de ne pas voir la lumière en fait. Mais donc quand elles sont un peu angoissées, je leur dis regardez bien derrière, et elles voient l'extérieur, donc elles sont beaucoup plus sereines. Donc déjà les grosses claustrophobies, etc., ça n'est plus vraiment une contre-indication. Et puis dans nos structures, on a un peu l'habitude, on a la chance d'avoir des super manipulateurs qui leur parlent avec emphase et qui ont une compréhension, et en général ça se passe très bien. Donc il n'y a plus de grosses contre-indications, on va dire. Voilà. Après, sur le plan par rapport à la fertilité, etc., il n'y a pas de contre-indication. Je vous rappelle qu'on fait des IRM pour les femmes enceintes qui ont des fœtus, donc des petits bébés dans le ventre, donc il n'y a pas de problème. Après, elles sont très inquiètes, notamment quand elles sont dans les parcours de fertilité. Si une grossesse débute et qu'elles ont fait l'IRM, est-ce que ça va compromettre, etc., leur grossesse? Non, on n'a pas de données du tout là-dessus. Ça n'a pas d'effet tératogène, hein, comme peut avoir les rayons X. Donc c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le cadre du scanner, comme vous me disiez. Il n'y a pas de radiation ionisante, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même sur des grossesse débutante. C'est vrai qu'on évite de faire les IRM quand les femmes ont un retard de règles et qu'elles sont suspectes d'être enceintes, parce que c'est toujours mieux, la loi de protection maximale, d'éviter. Si on peut décaler l'examen, on le décale. Voilà. Mais si une femme, on voit qu'elle est enceinte pendant l'examen, ça n'est pas grave, on la rassure, etc. Donc il faut vraiment qu'elle se désangoisse par rapport à cet examen. Préparation en amont Alors, la préparation en amont, ça dépend encore une fois des équipes. Souvent, nous, on demande qu'il y ait un lavement rectal, de manière à bien vider l'ampoule rectale, parce que l'endométriose, elle atteint donc cette région de la cloison recto-vaginale. Donc, on a besoin d'avoir une bonne visualisation des parois de l'intestin. Donc, on vide un maximum les matières, de manière à pouvoir avoir une meilleure analyse. Maintenant, si elles ne l'ont pas fait, c'est pas grave, on fait avec, mais on optimise le diagnostic.
L'injection de produits de contraste dans l'endométriose n'est absolument pas obligatoire. Là encore, ça dépend des équipes. Il y a eu les recommandations du CNGOF et même de l'HAS qui ont bien mis en évidence avec une étude de la littérature que l'injection de gadolinium n'améliore pas le diagnostic. Donc, moi, par exemple, je ne fais jamais, dans notre équipe, on ne fait jamais d'injection de gadolinium parce qu'on a l'habitude de cette pathologie. Mais à contrario, quelqu'un qui n'est pas très habitué et qui aurait besoin de faire cette injection pour le rehaussement des tissus, et ben, qu'il le fasse, au contraire, si ça peut optimiser son diagnostic. Voilà. Mais de base, non, c'est un examen qui ne nécessite pas d'injection. Après, on est amené parfois à faire des injections d'antispasmodiques pour éviter que les intestins bougent, parce que, comme l'expliquait très bien monsieur, c'est une technique à base de résonance des protons, et quand il y a beaucoup de mouvements digestifs, ça artefacte, c'est-à-dire ça abîme un peu les images, et donc on évite d'avoir ces mouvements digestifs. Donc on dit aux patientes de venir plutôt à jeun de 3 heures, qu'elles évitent la choucroute avant de venir à l'examen, parce que sinon c'est très compliqué. Et puis voilà, on fait un antispasmodique, mais c'est un examen léger, hein. Encore une fois, ça dure à peu près entre 10 et 15 minutes. Parfois on augmente un peu en fonction, il y a des diagnostics différentiels qui peuvent apparaître, donc parfois on prolonge l'examen, mais c'est des examens relativement courts et bien tolérés. Là encore, certaines équipes font des opacifications vaginales et rectales. Alors ça veut dire, dans des seringues, on met du gel d'échographie et la patiente en fait met du gel dans le vagin et dans le rectum de manière à dépléter les parois, c'est-à-dire ouvrir les parois vaginales et ouvrir les parois rectales pour qu'on ait une meilleure analyse de ces parois. Voilà. La plupart du temps, il y a des solutions. C'est vraiment, il faut les mettre en confiance en amont. Je m'adresse aux généralistes, aux sages-femmes, aux gynécos qui prescrivent des IRM. Il faut vraiment donner confiance aux patientes. C'est un examen qui fait 10-15 minutes, c'est rapidement fait et ça n'est pas lourd comme on peut le sous-entendre. Alors nous avons vu comment se passait techniquement et concrètement une IRM. Donc, comment peut-on maintenant cerner ce que va rechercher l'IRM, notamment dans l'endométriose profonde? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet examen? Parce qu'on cherche, là on l'a expliqué, mais un complément d'information. Est-ce que ce sont aussi des interrogations? Est-ce qu'on me fait passer une IRM parce que c'est grave, j'ai une endométriose profonde ou quelle est... Alors, je crois que c'est bien, justement, que disait Christelle, de parler de cette notion de gravité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Marc, mais elle est vraiment à relativiser, cette notion de gravité. L'endométriose, c'est une maladie bénigne, d'abord. Elle est très handicapante pour beaucoup de patientes, mais la gravité est liée au ressenti de la patiente, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a des endométrioses superficielles, c'est-à-dire des tout petits points des règles, des cellules des règles qui se baladent en dehors de l'utérus, qui sont minuscules, qu'on voit à peine avec nos examens, parce que ça, c'est vraiment la limite de nos examens, qu'elles soient IRM ou échographie. Les toutes petites lésions, on ne les voit pas, mais c'est pas grave dans la mesure où l'implication sera mineure. Mais cependant, la patiente, elle peut avoir très mal avec cette forme superficielle. Donc pour elle, vous lui dites, elle est grave ou pas, l'endométriose, elle est grave parce qu'elle ne peut pas aller travailler, elle est très handicapée par ça. Donc, et à contrario, on a des patientes, là j'ai une patiente ce matin, 39 ans, elle a eu 3 enfants, tout s'est bien passé dans sa vie génitale, gynécologique, pas de douleur particulière, et puis en fait à l'occasion d'une douleur un peu qui irradiait dans le dos, on lui a fait un examen, le rein était dilaté, donc elle n'a même pas été voir son gynécologue, et en fait le rein était dilaté, pourquoi? Parce qu'il y a une sténose de l'urtère, du tuyau qui va du rein à la vessie, et ça nous a fait découvrir une grosse endométriose, et une grosse endométriose sur le plan anatomique. Mais cette patiente, elle a fait ses 3 enfants, elle a vécu normalement, elle n'est pas gênée. Elle, c'est pas grave pour elle, en fait. Elle veut juste être sûre que son rein ne s'abîme pas. Donc on fera ce qu'il faut faire pour sauver son rein. Mais en tout cas, elle va pas vous dire que c'est grave. Donc la notion de gravité, on n'est pas du tout dans une pathologie cancérologique, c'est vraiment important. Moi, c'est les premiers mots souvent que je dis aux patientes. C'est une maladie bénigne. Alors, il n'y a rien de grave pour votre vie. C'est pas pour ça que ça n'est pas important. C'est voilà. handicapant. C'est handicapant. Dès lors qu'on ne parvient pas à avoir une activité normale,
Exactement. C'est là qu'il faut interroger et chercher et explorer. Voilà. Et en fait, l'IRM ne vient pas parce qu'on est à un stade de la maladie grave et que du coup, il faut faire une IRM. C'est vraiment important de vraiment bien faire passer ce message. En fait, moi, je dis à mes patientes, l'IRM, c'est un peu comme si on ouvrait les volets, en fait. Alors, dans la mesure où le champ de vue d'exploration en IRM est beaucoup plus important qu'en échographie. En échographie, on est limité sur quelques centimètres parce que c'est la technique des ultrasons qui après est atténuée par la distance, par les structures qui sont traversées par les ultrasons. L'IRM ne dépend pas notamment du BMI de la patiente. Alors le BMI, on précise, le Body Mass Index, c'est ce qui va décrire un peu la corpulence de la patiente. Okay. C'est un ratio entre la taille et le poids, et puis un index particulier. Et donc, du coup, l'IRM est moins limitée sur le plan, on va dire, morphotypique que l'échographie. Et elle va surtout voir plus de localisation anatomique, comme l'appareil urinaire, les urtères, on en parlait. Comme disait Jean-Marc, à l'écho, on voit très bien les bas urtères, mais dès que c'est un peu plus haut, ça va être plus compliqué. Et puis, tout ce qui va être tout le réseau nerveux, les nerfs sciatiques, les nerfs obturateurs, tous les plexus hypogastriques, etc. Tout ça, on le verra en IRM, en échographie. On ne peut pas le voir. On suspecte que la lésion atteigne telle et telle partie, mais on ne verra pas les petits nerfs, que l'IRM va le voir. D'où, d'ailleurs, l'importance pour nous, gynécologues, de l'interrogatoire. Parce qu'une jeune femme qui se plaint d'avoir une sciatique à chaque fois qu'elle a ses règles, il faut qu'on s'oriente vers une sciatalgie qui est liée parfois à un nodule que vous allez découvrir en IRM, dans les disques intervertébraux, etc. Il ne sera pas question d'aller les voir en échographie. Donc l'échographie, elle devient intelligente si l'interrogatoire et la clinique nous a guidés. D'où l'importance aussi aux patientes de bien détailler, de bien expliquer ce qu'elles vivent et les symptômes qu'elles rencontrent en lien avec vous. Et bien sûr. Parce que parfois on pose des questions auxquelles on ne pense pas. Mais oui. Mais c'est comme typiquement, et je suis sûre que Jean-Marc et même Christine, vous avez entendu ça, c'est les patientes qui ne vont pas vous dire qu'elles ont mal à l'épaule droite pendant leurs règles. Voilà, parce que en fait, ça paraît tellement étrange d'avoir mal à l'épaule quand on a ses règles qu'elles ne vont pas vous le dire. Et il n'y a que si vous leur posez la question, et notamment les nodules diaphragmatiques ne se voient en fait qu'en IRM, en écho on arrivera peut-être à les voir au fur et à mesure, mais pour l'instant non, donc c'est vraiment des petites lésions hémorragiques et qu'on voit très bien sur nos imageries IRM. Et donc là, quand vous dites, les patientes, elles disent qu'elles pensent être en rapport, mais si on ne les interroge pas sur des choses un peu plus étranges, même la sciatique, elles ne vont pas vous dire qu'elles sont mal, qu'elles pensent avoir une sciatalgie endométriosique. Elles vont vous dire, quand vous l'interrogez, vous avez mal dans le dos, parfois dans la fesse, elles vont dire, ah oui, c'est vrai, j'ai mal dans la fesse. Et d'ailleurs, elles vont vous latéraliser tout de suite. Elles vont dire plutôt à droite. Et là, typiquement, vous voyez les images et vous voyez, ah oui, là, il y a, etc. Donc, et je dirais même que moi, nous, on revoit toujours nos patientes après les examens et même souvent avant, parce que je re-regarde les images en fonction de ce qu'elles m'ont dit. Et parfois, on voit des choses qu'on n'aurait pas tiquées parce qu'elles ne nous ont pas parlé de leurs symptômes. Donc, c'est là encore, l'interrogatoire, comme disait Jean-Marc, est très important pour optimiser nos diagnostics, quoi. Et donc, l'IRM, elle a aussi la particularité d'arriver à caractériser le type de tissu. Et ça, c'est important parce que l'endométriose, comme il y a des tissus fibreux et des tissus hémorragiques, parfois des toutes petites lésions hémorragiques, on ne va pas très bien les voir à l'échographie et l'IRM va nous dire, ah oui, là on a des implants hémorragiques typiquement dans telle lésion et un petit épaississement de l'US à l'échographie deviendra vraiment univoque à l'IRM parce qu'on aura ces petits implants hémorragiques. Donc c'est assez complémentaire. À chaque fois, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va changer la conduite à tenir ou est-ce que ça va expliciter des choses pour la patiente? Si c'est faire un examen pour faire un examen, ça n'a pas d'intérêt. Je trouve ça intéressant aussi le point sur lequel aussi vous êtes intervenu par rapport à l'IRM, c'est que parfois il y a des
petites lésions qui ne sont pas perçues à l'IRM, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'endométriose. Exactement. C'est la limite de nos explorations. Et là, on a terminé une étude sur 400 adolescentes qui se présentaient pour des règles très douloureuses en période d'adolescence, donc entre 12 et 20 ans, et qui faisaient une IRM parce que leurs règles étaient résistantes à toute antalgique. Et en fait, on s'aperçoit de manière statistiquement significative que l'endométriose se voit surtout après 17-18 ans. Ça aussi, c'est une notion qu'il faut faire passer. C'est que, peut-être, et ça on ne le sait pas encore, peut-être que ces jeunes filles avaient déjà de l'endométriose un peu avant, mais qu'il a fallu du temps pour qu'elles se développent et qu'on les voit à l'image. Voilà. Donc il y a aussi cette notion pour les adolescentes, possiblement, de temps qui doit se mettre en place pour que les lésions, elles se développent au fur et à mesure. Et du coup, j'en viens à une question que je me pose, est-ce que, et qui est posée également, est-ce qu'il y a un temps pour refaire une IRM? Tout dépend de la patiente, j'entends, mais est-ce qu'il y a, par rapport à des patientes jeunes, peut-être qu'il n'y a, à ce moment-là, on ne voit pas l'IRM, mais est-ce que vous préconisez quelque chose, vous recommandez un protocole, il y a quelque chose qui se met en place après? Alors, c'est toute la difficulté, on a beau en discuter les uns les autres, et c'est sur la planète entière, dans tous les congrès un peu internationaux, on essaie de trouver un peu des guidelines pour savoir, et en fait, c'est très compliqué. En tout cas, le discours a quand même beaucoup évolué, qui était que, à 16 ans, non, il n'y a pas d'endométriose, vous n'avez pas d'endométriose, vous n'avez rien, etc. Ça n'est plus ce discours que l'on tient. On dit voilà, actuellement, en tout cas, tout va bien, c'est très rassurant, mais on sera possiblement amené à recontrôler en fonction de l'évolution clinique, des symptômes, etc. et refaire une IRM plus tard, dans 2-3 ans. Alors, contrôler tous les 6 mois, ça n'a pas d'intérêt parce que la lésion, elle met du temps à se développer, mais on a tous en tête des exemples. Une jeune fille là, que j'ai vue, une petite Léa, je l'ai vue à 17 ans, l'IRM était tout nickel, à 22 ans, elle avait un nodule de vessie. Absolument. Donc il faut rester, de toute façon la médecine au quotidien nous apprend à être humble, c'est-à-dire que dès que quelque chose devient dogmatique, c'est sûr que c'est quelque chose de faux, parce que les choses évoluent et en fait on pense avoir compris plein de trucs et puis en fait pas tant que ça. Donc en tout cas il faut que les patientes elles sachent, et que les médecins sachent que surtout pour les jeunes filles, on ne peut pas poser un diagnostic de négativité complet parce que les choses peuvent évoluer. Et également... j'en reviens sur l'IRM, c'est pas uniquement parce qu'on ne voit pas, qu'on nie la douleur et les symptômes. C'est vraiment là, à cet instant T, on ne voit pas à l'imagerie, mais comment fait-on pour travailler sur les symptômes et les choses handicapantes? Exactement, et ça c'est un point très important, d'abord parce que l'endométriose, ça n'est à l'origine que de 30 à 40% des dysménorrhées. Il y a les 60-70% autres, tu m'arrêtes Jean-Marc si tu n'es pas d'accord, mais sont liés qui ne sont pas liés à de l'endométriose. Donc il y a plein d'autres causes qui font mal, il faut bien sûr les rechercher, mais après il y a plein de mécanismes qui sont physiologiques et qui peuvent quand même donner des règles très très douloureuses. Et il y a plein de patientes, quand elles sortent avec une IRM normale, une écho normale, elles sont désespérées, elles disent alors c'est dans ma tête, mais non, ça n'est pas dans leur tête, c'est dans leur corps, c'est leur ressenti, elles ont mal, il faut s'occuper de la douleur et ne pas s'arrêter à dire ma brave dame, tout est normal, qu'est-ce que je fasse en fait? Et il y a plein de solutions et c'est là où vous intervenez avec toutes vos compétences, les ateliers thérapeutiques, etc., la prise en charge holistique, etc. Ce que je voulais rajouter par rapport à ces imageries et que les patientes n'ont pas toujours en tête, mais même les médecins, c'est qu'en fait, il n'y a pas un pelvis qui ressemble à un autre pelvis. C'est-à-dire que ça, c'est la base et c'est des choses qu'on ne comprend pas trop quand on n'est pas on n'a pas les connaissances médicales. Un genou ressemble à un autre genou, globalement, quand même. Ça, c'est des structures ligamentaires, osseuses qui... En revanche, c'est vrai. En revanche, un utérus, des ovaires, ça peut avoir des localisations un peu différentes en fonction du bassin osseux de la patiente, mais aussi de son morphotype, de ses antécédents génétiques, etc. Donc du coup, ça crée une diversité très importante qui n'est pas facile pour les médecins, qu'ils soient radiologues ou gynécologues, pour interpréter parce que chaque pelvis est un nouveau est une nouvelle aventure, j'ai envie de dire.